Dear colleagues, excellencies, distinguished panelists, ladies and gentlemen, allow me to welcome you very warmly to our side event on persons with Down syndrome towards better practices in fighting discrimination and favoring inclusion on the occasion of the World Down Syndrome Day and the margins of the 37th Human Rights Council. Poland is proud to be one of the co-organizers of this event, and our continuous support only proves the commitment of my country to the promotion of rights and freedoms of persons with the Down syndrome. World Down Syndrome Day, observed each 21st March since 2012, provides a unique opportunity to raise awareness and promote the rights of persons with this disability. UN Secretary General marked World Down Syndrome Day last year with an empowering message, including the words, "Persons with disabilities, including those with Down syndrome, are more than persons in need of assistance. They are agents of change who can drive progress across society. And their voices must be heard as we strive to reach the Sustainable Development Goals." The goal of our event today is to answer the UN Secretary General's call in giving persons with Down syndrome a platform to be heard by the international community. Poland believes that self-advocates play a crucial role in promoting their own rights, and we fully align ourselves with the notion "nothing about us without us." The best way to change negative social attitudes towards people with disabilities is just to get to know their personal stories. It's just allow the community to see human beings, not the numbers, not the quantities, but just human beings. The overreaching to the theme of this event, persons with Down syndrome towards better practices in fighting discrimination and favoring inclusion, goes hand in hand with the idea behind the Sustainable Development Goals to leave no one behind. In fact, the success of the 2030 Agenda for Sustainable Development will depend, among other elements, on advancement in bringing about, in the context of social, economic, and political inclusion, the most vulnerable groups, among them people with syndrome, with the Down syndrome. As such, it is our duty, it is a duty of us all, the international organizations, governments, civil societies, business and individuals, to carry out activities supporting the creation and strengthening of an inclusive environment for all persons with Down syndrome, both adults and children, and to enable their full participation in their communities. Last but not least, we should not forget about supporting families raising children with Down syndrome, with a view to their physical and psychological well-being. Ladies and gentlemen, meetings like the one today only confirm the engaging of the whole society is a condition sine qua non to help persons with Down syndrome, to exploit their potential in education, in labor, on the labor market, and to conduct an independent and happy life, independent and happy everyday life. In Poland, there are approximately 60,000 persons with Down syndrome. We attach great importance to the implementation of policies, plans, programs, and actions at the national and regional level to give equal opportunities to persons with disabilities. There exists a comprehensive national legal framework which enables the promotion and protection of rights of persons with disabilities, including persons with the Down syndrome. The recent legal developments in Poland in the field of the rights of persons with disabilities include the adoption of the government's program of family support called For Life. It introduced solutions aiming to aid pregnant women, ensure early support for the child and its family, as well as to provide for supporting and rehabilitation services.
The program was developed in close cooperation with the persons with disabilities and institutions working to the benefit of those individuals. Furthermore, the Polish government is currently developing an all-encompassing 2018-2030 strategy for the persons with disabilities, whose main purpose is to increase the participation of disabled people in social and professional life. It will be based on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the issues like awareness raising, health, education, rehabilitation, work, employment and social services will be covered by this strategy, by this very document. It's very important that similar strategies are regularly adopted at local governments level, making the rights of persons with disabilities, including those with the Down syndrome, remain in the focus of the Polish administration of all times. The administration just does not overlook the existence of people with disabilities. In the same vein, Poland continues to implement good practices at both national and regional levels through non-governmental organizations. In fact, there are more than 20 entities in Poland bringing together thousands of volunteers supporting persons with trisomy 21. These good practices include organizing training workshops, issuing quarterly publications on the subject matter, providing counseling, hosting helplines to those who seek help, and many more. Globally, the situation of people with Down syndrome is improving, owing to the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which Poland ratified in 2012. Yet there is still much to be done, even within the UN. That's why it is so important to inform on the reality of living with Down syndrome through first-hand witness statement from persons with Down syndrome, and discuss the challenges those persons and their families, as well as pregnant mothers, continue to face in their everyday lives. Ladies and gentlemen, allow me to conclude by reiterating that Poland will continue its efforts to further promote and protect human rights of all, in particular those with disabilities, as we believe that an inclusive environment is the benefit to the whole community. Thank you very much for your attention. Let me first thank the organizers and sponsors of the side event for the occasion of the World Down Syndrome Day. It is my privilege to be a part of it. Fighting inequality, discrimination, and in turn favoring inclusion are the most meaningful and the most challenging realities and goals for all persons with disabilities, including those with Down syndrome. In 2006, on December 13, the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The first international framework has been launched with the aim to protect, ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities and promote respect to their inherent dignity. The main message of the Convention to the state parties is that all persons with disabilities, regardless of the impairment, are entitled to the full spectrum of human rights and fundamental freedoms without any discrimination. To that end, the Convention promotes the full participation of all persons with disabilities in all spheres of life, challenging customs, stereotypes, prejudice, harmful practice, and stigma relating to persons with disabilities. The Convention explicitly defines how to understand the concept of disability based on human rights, also defines what disability-based discrimination is, and further it anchors the rights of all persons with disabilities in relation to the obligation of the state parties of the Convention. But before going a little bit deeper into the provision of the Convention, let me refer to a critical cinema, which can be a great vehicle for raising awareness on the levels of discrimination that persons with Down syndrome face and the scope of social inclusion. I would like to recur to the movie The Grown-Ups,
or Los Niños in original by Matteo Alberdi, the movie which perfectly represents the structural barriers that face persons with Down syndrome in our societies. At first glance, everything looks perfectly. Everybody happy. Persons with Down syndrome live and work in perfect institution, have work activities and freedom of movement as well as empowering personnel. But very structural barriers emerge when persons with Down syndrome are grown up and are ready for the adulthood, for life as adult person. They try to sell their job products just in expecting for goodwill of neighbors, but they are rejected by them. They learn that money that they earn are for a pittance and is sufficient for independent life. They encounter both by state and by their families the refusal and illegitimacy to marry. Ricardo says, "I want a normal life I have never had before. But there is no right, no support mechanism for independent life for them, for us, for adult persons. Persons with Down syndrome, even adults by age, are still across all countries maintained in a very childhood condition in special segregated schools outside of normal work contracts and work conditions. Normal payment are dependent on family or guardians' decisions. Adults are equipped with children's attributes such as Barbie as birthday gift, as we see in this movie. As a member of the Committee on Rights of Persons with Disability, which considers the state parties' reports and alternatives reports by organizations of persons with disabilities, I would like to raise some concerns and relevant recommendations in regard to the implementation of the rights of persons with disabilities worldwide. Persons with disabilities, whatever their disability, undergo a long history of inequality, discrimination, and invisibility. Persons with disabilities, including Down syndrome, worldwide have been beyond mainstream work relation, education, social, and political life. They have been denied of access to mainstream schools, to open labor market, and placed in specialized settings outside of mainstream communities and societies, or left alone without support on their own or mostly in families. Pathways that remain for persons with disabilities are between a life in segregated institutions or a life solely within family but outside the community. The committee observes the comprehensive lack of understanding of the human rights model of disability in the state parties of the convention, despite 10 years of its adoption. The committee observes that disability-related policies, legislation, and practice continue to be shaped by medical, in other words, individual pathology model or charity model. Both models focus on the degree of impairment of persons, on the incapacity to work, to the capacity to independent living. Persons with disabilities have been and still are continuously devaluated, labeled as being incapable, unable, special, dangerous, unsound mind, invalid, needing charity. And this is still persistent nowadays. National policies are missing disability perspective, targets, and measures for inclusions of persons with disability, including with Down syndrome. Institutionalization is often the sole option for persons with intellectual and psychosocial disabilities without support and access to mainstream services on an equal footing with others. Living in institutions is a form of segregation and exclusion because of being separated of the communities in dependent condition instead of independent and ordinary life as other persons can live. The committee finds also that some state parties still focuses on disability prevention. Some states invest in the prenatal diagnostic of disability, prevention of impairments that perpetuate negative stereotypes about disability and are not in line with the recognition of persons with disabilities as full citizens and human rights holders. This is especially relevant to persons with genetic conditions, including persons with Down syndrome. National legislations and legal frameworks are still not providing for the full social inclusion and social participation of persons with disabilities, a broad extent. Gaps in national legislation with regard to the rights stipulated in the Convention are rarely monitored, identified, and addressed effectively. Disability-related laws often fails to include obligations for accessibility, reasonable accommodation, including sanctions for discrimination. Convention on the Rights of Persons with Disability heralds a new epoch
in the way persons with disabilities are treated throughout the whole community. The Convention at the global level has legitimated radical paradigm shift of disability from charity and medical disability models to human rights-based disability models, which means elimination of all barriers that may hinder full and effective participation of persons with disabilities in society. The concept of disability under the Convention embraces all persons with disabilities, with all disabilities, including persons with an intellectual disability, persons with genetic and neurological conditions, with rare and chronic diseases, and all those who face barriers and discrimination because of their disability. The Convention proclaims very clearly that discrimination of persons with disabilities is not an arm. By ratifying the Convention, the state parties obligate to promote, to protect, and ensure rights of persons with disabilities. What rights and what obligations? There are several articles of the Convention that target civil and political rights of persons with disabilities. I would like to draw your attention to 3 of them, because I consider those rights are one of the most challenging. Article 12 recall to the obligation of the state party to recognize that all persons with disabilities enjoy legal capacity on a legal basis with others in all aspects of life. Today, thousands of persons with disabilities in all countries are fully or partially deprived of the legal capacity. The denial of legal capacity to persons with disabilities leads to the deprivation of many fundamental rights, including the right to vote, the right to marry, to found a family, as well as reproductive rights and parental rights. Legal capacity is indispensable for the exercise of all civil, political, economic, social, and cultural rights. As a member of the committee, I recall to the state parties' obligations to provide persons with disabilities with the support in the exercise of the legal capacity, support that respect the rights, wills, and preferences of persons with disability, and should never amount to substituted decision-making. Article 29 recalls to the obligations of the state parties to ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others. The committee is always concerned about the lack of accessibility to electoral processes and materials for persons with intellectual disabilities. The committee recommends that state parties guarantee the right to vote independently by ensuring that voting materials are accessible and easy to use when it comes to persons with disabilities, intellectual disabilities especially. There are more articles of the Convention which relate to economic, social, and cultural rights of persons with disabilities. Here I would like to draw your attention to some of them. Article 24 is an obligation for inclusive education, but it's still a critical issue. In most countries, segregated special education prevails. Children with disabilities, including with Down syndrome, still receive education in special schools. It is an obligation of the state parties under the Convention to respect and fulfill the rights to inclusive education. Learners with intellectual impairments must be provided with concrete, observable, and visual and easy-read teaching and learning materials within a safe, quick, and structured learning environment, targeting capacities that will best prepare students for independent living and vocational context. Article 19, independent living and inclusion in the community. State parties must phase out institutionalization and ensure full access to all services offered to the public and support services offered to persons with disabilities. Article 27 of the Convention obliges the state parties to work and employment of persons with disabilities in an open labor market. Most of persons with disabilities are employed in sheltered workplaces or unemployed under poverty line. Sheltered workshops or unemployment both lead to segregation. Obligations by the state parties under the Convention is to ensure accessibility of labor market when making it open and inclusive for all persons with disabilities. To conclude, the Convention changed the status and role of persons with disabilities, including those with Down syndrome, from being medical and charity objects into active actors and human rights holders. The Convention obliged the state parties to eliminate all barriers and to provide with human rights-based legislation, specific measures, adequate support, accessibility, and reasonable accommodation to ensure the full social inclusion of persons with disabilities in societies, and the full and equal
social participation in ensuring their civil, political, economic, cultural, and social rights. Thank you. Good day. My name is John Franklin Stephens. I am a man with Down syndrome, and my life is worth living. When my body was first forming, when the first two cells divided, each of them had one extra chromosome. People like me tend to be a little shorter because our arms and legs are shorter. Our faces are a little bit flatter because our cheekbones and noses don't stick out from our faces as much. All that adds up to a person who is a little bit uncommon. In my case, I got uncommonly handsome. Don't worry, I am very accepting, very inclusive. I won't think less of you just because I have more chromosomes than you do. I have been asked to tell you how to improve the lives of people with Down syndrome. The key is right there in my opening paragraph. It begins with, I am a man. See me as a human being, not a birth defect, not a syndrome. I don't need to be eradicated. I don't need to be cured. I need to be loved, valued, educated, and sometimes helped. What should that help be? Provide training to parents and babies as soon as possible. Provide medical care, eye exams and glasses. Send us to school with everyone else. Provide job training and coaches until we learn to work on our own. Most of all, expect competence, not failure. By the way, the cost to the rest of you of providing that help is the cost of a single cup of coffee per month. What difference will inclusion, acceptance, and early intervention mean? Allow me to use my life as one example of what's possible now. If it sounds like I'm bragging, it's because I am. I went to school with my neighbors. I was included in ordinary classes. The common kids and I learned from each other. I learned to fight for the right to be treated like everyone else. I have been to the White House twice, and I didn't have to jump the fence either time. I have had a lead role in a movie and a recurring role in an award-winning TV show. And my writings have been published all over the world.
last October, I spoke to the U.S. Senate. That testimony went viral. Over 160 million people have viewed it. So what is the point of all my bragging? Simply that a life with Down syndrome can be as full and exciting as any other. My generation owes an awesome debt to organizations like the Lejeune Foundation and Special Olympics for freeing us from the prison of neglect. I truly believe a world without people like me would be a poorer world, a colder world, a less happy world. To those who believe the world would be a better place without us, let me make 3 points. First, we are a medical gift to society. Our extra chromosome makes us a blueprint for medical research in areas that include soft tissue cancer, heart disease, immune system disorders, and Alzheimer's disease. Second, we are an unusually powerful source of happiness. A Harvard-based study has discovered that people with Down syndrome, their parents, their siblings, and people close to them are all happier than society at large. Finally, we are the canary in the eugenics coal mine. Genomic research is not going to stop at screening for Down syndrome. We have an opportunity right now to slow down and think about the ethics of deciding that certain humans do not get a chance at life. So, I have been a good guest. I have made you smile, maybe even laugh. Now, before I go, let me be frank. How would the world react if a nation proclaimed that it would use genomic testing to make itself unpopular ethnic minority free by 2030? The UN has a name for this, but we need not go there. Instead, let us pledge together to welcome diversity. Let us decide from this day forward to include, not exclude. Educate, not isolate. And celebrate, not terminate. Thank you. Good afternoon. My name is Charlotte Helen Veen. The future of Down syndrome is in grave danger. Around the world, more than 90% of babies found to have Down syndrome are aborted up to birth. A mother's womb is the most dangerous place for a baby with Down syndrome to be. A government's health
and health ministers are keen to get rid of us. Some countries, like the Netherlands, have put a price tag on our heads. They think the world will be better without people like me. We have made so much progress in the past 60 years. We have gone from being left in hospitals after birth to being raised at home by families who love us. We have gone from being chucked into special schools to being in mainstream education. Some of us are even going on to university. So why are we in such danger of being made extinct today? Because eugenics is becoming a thing to admire. A perfect baby, a perfect family, a perfect society are now possible. But are they really? No, of course they aren't. There is no such thing as perfection. You can try to kill off everyone with Down syndrome by using abortion, but you won't be any closer to a perfect society. You will just be closer to a cruel, heartless one, in my opinion. The only way to change society's view of us is to be part of our community, to go to the same schools as other children, to not be hidden away like we were in the past. We need to be employed, we need to receive training so we can work. As long as people with Down syndrome are kept out of mainstream society, we will be feared, not accepted, and aborted into extinction. The real future of Down syndrome is beyond children, like Elsa in Australia, who worked so hard to reach her goals. Elsa isn't even 2 years old yet. Then there's Jake, who has leukemia. He's so brave, and so is his mum. There's Uma in Pakistan, who loves gymnastics and wants to be in the Olympics. He needs your support to achieve these goals. These kids are the real future of Down syndrome. They are proving the world wrong every day. But unfortunately, achieving our goals, going to mainstream schools, isn't enough to stop countries from trying to eradicate Down syndrome. We need laws that protect us from eugenic abortions. Discrimination starts before birth and lasts our entire lives. We need laws like those passed in Ohio and other American states that ban abortions for Down syndrome. Down syndrome has come a long way in the past 60 years. We have made so much progress, but we must not close our eyes to the genocide that Down syndrome faces today. We must not pretend it isn't happening, because that is when we truly will be in danger of having no future community. The UN is against abortions that target female babies because it's harmful towards women. So why are they okay with wiping out my future community? People like human rights expert Bernard Shaw says women should be made or forced to abort if the baby has a Down syndrome. How is that not eugenics? How is that acceptable to target a group of human beings for extinction? Is that not what genocide is? To get rid of an entire group of people.
If the UN is really serious about human rights, then they will start to act and condemn eugenics against my community. If the UN is to be taken seriously, then they will create sanctions against countries practicing eugenics. They need to start with Iceland, Denmark, the Netherlands and the UK. They need to put an end to the genocide against people with Down syndrome. Alors je suis très heureux de prendre la parole après Franck et Charlotte parce qu'ils ont déjà tout dit, ce que je voulais dire. Et je suis très malheureux parce que je vais être obligé de faire une paraphrase malhabile de leurs propos. Je rappelle simplement que la Fondation Jérôme Lejeune a une vocation qui est orientée sur la recherche à visée thérapeutique, d'une part, et sur l'organisation d'une très importante consultation médicale à Paris sur les maladies de l'intelligence d'origine génétique et en particulier la trisomie 21. Et notre consultation à Paris est l'une des plus grandes consultations du monde, peut-être même la plus grande. Alors depuis 25 ans, nous côtoyons le monde médical et scientifique et nous relevons que le discours scientifique technoscientifique sur la trisomie 21 et le discours qui est tenu aux parents n'est pas le même. La place qui est faite aux personnes touchées par la trisomie 21 dans la société est médiocre. Elle est médiocre que ce soit dans le domaine de l'intégration scolaire, dans le monde du travail, par rapport à l'hébergement ou par rapport aux problèmes de vieillissement, par exemple. Incontestablement, il y a un problème relatif à l'image même qui est renvoyée par la trisomie 21. Et les familles souffrent de cette situation qui n'évolue pas favorablement, alors même que le discours ambiant est celui de la non-discrimination et de l'intégration. Quand, parallèlement, nous allons discuter pour suggérer des programmes de recherche à des gouvernements, ou pour essayer de trouver un traitement, car nous pensons que nous pouvons améliorer certains aspects de la vie des personnes touchées par la trisomie 21, eh bien, on entend la réponse suivante. De toute manière, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, parce que demain, il n'y aura plus de trisomie 21. Donc, ce n'est pas la peine de se donner du mal pour chercher ou pour soigner ou pour traiter. Il y a donc trois discours qui s'entrechoquent. Le discours officiel, inclusif, qui est tenu aux parents, la réalité qu'ils vivent et qui n'est pas inclusive, et le discours technoscientifique qui est clairement exclusif. Je précise tout de suite qu'il y a deux plans. Il y a le plan individuel et le plan collectif, et je me place non pas sur le plan individuel, et je ne porte aucun jugement sur la manière dont les gens réagissent personnellement, mais je me place sur le plan collectif qui nous concerne tous en tant que citoyens qui payons des impôts. Faut-il ou ne faut-il pas que les États prennent parti et choisissent de faire une politique publique et généralisée de dépistage. Car inévitablement, cette politique publique de dépistage produit des effets sur l'image de la trisomie 21. En effet, les États occidentaux ont fait un choix implicite depuis une trentaine d'années qui n'est pas neutre. La caractéristique historique de ce choix, dans la plupart des pays riches, c'est que c'est un choix de nature économique. L'intérêt de dépister une maladie, c'est de faire des économies parce que la maladie va disparaître. Pour la trisomie 21, le choix des États a été de considérer qu'il y a un bénéfice à cette politique de prévention, entre guillemets, et ce bénéfice, c'est qu'il y a moins ou plus du tout de personnes touchées par la trisomie 21, et regardez la publicité qui est faite par certains pays scandinaves sur un monde débarrassé de trisomie 21. Ce calcul de coûts et de bénéfices a été fait et a été publié dans des revues scientifiques, et il est le principal fondement officiel de la politique de dépistage. Alors bien sûr, la puissance publique n'impose aucun choix aux parents et propose aux parents de choisir librement de garder ou non l'enfant. Mais en réalité, si on est sincère,
considérer que le fait de garder un enfant ou de ne pas le garder est équivalent, que la vie ou la mort d'une personne trisomique a le même poids, la même valeur ou la même absence de valeur, c'est tout, sauf de la neutralité. Cela veut dire que la personne touchée par la trisomie 21 n'est plus une personne précieuse. Il est donc très difficile de réclamer à la collectivité de porter une attention particulière et soutenue à ces enfants que les parents ont eu l'imprudence, la légèreté ou l'égoïsme de faire naître alors qu'il aurait été préférable de ne pas le faire. Comment voulez-vous, dans ces conditions, entretenir une image inclusive et positive de personnes qui n'auraient pas dû vivre ? Je dis aussi un mot sur cette liberté de choix des parents, puisque c'est l'argument qui est présenté pour montrer que ces systèmes de dépistage ne posent pas de problème. On considère que les parents choisissent librement et on a l'impression qu'ils le font. En tout cas, c'est dans ce sens-là que les politiques sont orientés. Ils disent il suffit d'améliorer la qualité du choix et donc de délivrer une information, l'information la meilleure, la plus adaptée, la plus adéquate pour que les parents puissent faire un choix éclairé. Et sur quoi porte cette information ? Elle porte sur trois choses. Elle porte sur le processus de dépistage diagnostic qui, il faut le dire et le rappeler, alerte, inquiète inutilement 99% des femmes. Cette information porte ensuite sur la pathologie elle-même et ses conséquences, et la médecine est capable de faire un tableau très sombre. Et elle porte enfin sur l'insuffisance de la prise en charge et de l'accompagnement social par la société, et là aussi, le tableau est sombre. En résumé, plus l'information est technique, plus elle est bien faite, plus elle est précise, plus elle est ciblée, et moins elle donne envie d'accueillir un enfant trisomique chez soi, ce qui est inévitable. La seule information véritable à donner, ce serait de dire qu'un enfant trisomique est un enfant et qu'il mérite d'autant plus d'attention qu'il est porteur d'un handicap et qu'il faut s'en occuper. Et c'est beaucoup le témoignage des personnes elles-mêmes, des associations, des familles qui est capable de montrer que la vie avec un enfant touché par la trisomie peut être une vie heureuse. Il reste que cette information délivrée aujourd'hui ne met pas les parents dans les meilleures conditions pour dire qu'ils vont partager un moment de leur existence, un moment heureux avec cet enfant différent. L'effet est donc inverse et les chiffres, ils ont été rappelés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors je vous dis cela parce que, j'insiste sur ce point, parce qu'il y a une actualité pour les États et pour les systèmes de santé des États. C'est l'arrivée en Occident de nouveaux tests de dépistage de la trisomie 21 qui sont basés sur l'ADN de l'enfant circulant dans le sang de la maman. Or, ce nouveau test est très caractéristique de ce que je viens de vous dire. Il repose sur deux fondements. C'est un marché de 10 milliards de dollars et ensuite, c'est un, entre guillemets, mal nécessaire. Sous-entendu, il est évident qu'il faut dépister la trisomie 21. Donc, nous avons un test qui arrive partout dans le monde avec une image très positive d'un progrès technique qui va permettre de s'affranchir des risques de l'amyosynthèse. C'est un argument marketing. Mais il faut être conscient que ce discours est un discours de propagande des laboratoires pour ce nouveau test et qui n'est absolument pas dirigé dans l'intérêt des familles touchées par la trisomie 21. Il est uniquement destiné aux parents qui prennent le risque de l'amyosynthèse et qui donc prennent le risque de l'avortement en cas de trisomie. Et ce sont ces parents-là qu'on rassure en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de faire une fausse couche d'un enfant en bonne santé à la suite d'une amyosynthèse. » Donc c'est un discours qui est destiné uniquement aux parents qui acceptent le principe de l'eugénisme et qui souhaitent avoir un enfant parfait en éliminant tous les risques d'avoir un enfant différent. Donc c'est un discours discriminant, stigmatisant et handiphobe, et puisqu'on rassure que les parents d'un enfant qui ne veulent qu'un enfant non trisomique 21, il n'y a aucun message de bienvenue à l'égard de l'enfant trisomique et de sa famille. Comment peut-on se satisfaire de ce discours eugéniste qui signe un pacte entre la technoscience et le marché, en l'absence de toute considération des personnes. Alors je termine en vous disant trois choses. C'est que cette technique elle-même de diagnostic à partir de l'ADN dans le sang maternel n'est pas critiquable en tant que telle. On peut en faire un bon usage. C'est une très belle découverte, tout dépend de ce qu'on veut en faire et de l'argent qu'on veut gagner à partir d'une application technique discutable de cette découverte. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qui arrive pour la trisomie 21, c'est la répétition générale de ce qui va arriver demain pour toutes les pathologies qui sont dépistables génétiquement.
Et la trisomie, de ce point de vue, est un laboratoire, malheureusement, de l'eugénisme. Et tout ce qu'on fait pour la trisomie se fera pour les autres pathologies. Il y a un avenir considérable pour ces techniques dont le prix diminue très vite. Et en quelques heures, on pourra screener l'ADN complet d'un embryon. Ce sera faisable, accessible et bon marché, et personne ne s'y opposera. Car il ne faut pas se faire d'illusions, les États tout seuls ne sont pas capables de s'y opposer. En ces matières-là, ils sont très largement à la remorque des marchés et du développement foisonnant des droits individuels. Alors l'espoir existe néanmoins. Il est essentiellement dans l'amour des parents pour leurs enfants. Être parent, c'est aussi une responsabilité et qui ne veut certainement pas dire « j'aime cet enfant-là, mais pas celui-là ». N'écoutez pas ceux qui vous disent ce contraire, qui vous disent le contraire ou qui vous disent « vous ne serez pas capable d'aimer cet enfant parce qu'il a un handicap ou une maladie ». Et donc nous demandons instamment aux responsables politiques de ne pas préempter l'amour que nous sommes tous capables de donner à nos enfants, quelle que soit leur situation de santé ou leur patrimoine génétique. Mais l'espoir est aussi au niveau des États. Je dis que les États étaient incapables de s'opposer à ce déferlement de l'eugénisme, mais ils doivent prendre conscience qu'il s'agit au fond d'une des manifestations de ce qu'on appelle le transhumanisme, et que le transhumanisme, qui emprunte beaucoup à l'eugénisme, ça marque la fin de la solidarité au sein des États. Et comme le dit le philosophe américain Michael Sandel, je le cite, « Plus nous sommes ouverts à l'idée que notre sort dépend d'une chance naturelle, et plus nous avons des raisons de nous sentir solidaires du destin des autres. Supposons que les tests génétiques progressent au point qu'ils puissent prédire de manière fiable notre avenir médical et notre espérance de vie, alors ceux qui ont des espoirs raisonnables d'avoir une bonne santé et une longue vie quitteront le navire. L'aspect solidaire de l'assurance disparaîtra quand ceux qui ont de bons gènes quitteront la compagnie de ceux qui n'en ont pas. En bref, une société qui ne s'interroge pas et des États qui ne s'interrogeraient pas sur les fins qu'elle poursuit, les biens qu'elle entend honorer et promouvoir, cette société ne peut pas perdurer longtemps en tant que société. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cette conférence. Sur ce sujet important, beaucoup de choses ont déjà été dites. Et je vais essayer de synthétiser quelques éléments de réflexion suite à ce qui a été dit. Moi, je travaille dans le domaine des droits de l'homme depuis déjà presque une vingtaine d'années, beaucoup sur la question du handicap et du droit à la vie, ce qui m'a amené à m'interroger sur les fondements politiques, philosophiques, des choix qui nous conduisent à privilégier l'une ou l'autre solution face au handicap. Finalement, la question du handicap et la question de la trisomie nous renvoient à une question fondamentale pour toute personne qui s'intéresse aux droits de l'homme, et même à la question philosophique par excellence, nous renvoie à la question de savoir ce qu'est l'homme. Finalement, le handicap, mais aussi la race, les différences, nous renvoient à la question qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que, dans quelle mesure, une personne handicapée est pleinement humaine ? À partir de quel degré de handicap la personne perd ou perdrait de son humanité ? À partir de quel degré de développement le fœtus humain devient lui-même humain ? L'humanité est-elle relative, variable selon la condition physique, en particulier selon la condition intellectuelle, les capacités mentales, capacités de pensée, d'expression? L'humanité est-elle relative et par suite, la dignité elle-même est-elle relative? C'est là la question qui se pose, puisque en fonction du degré de dignité et d'humanité que nous allons reconnaître aux personnes, nous leur reconnaîtrons un degré de protection de leurs droits. Il faut bien comprendre que la définition des droits de l'homme dépend de notre compréhension de ce qu'est l'homme.
Si nous introduisons un caractère relatif dans notre compréhension de l'homme, alors cette relativité se répercute sur les droits. Si quelqu'un est moins humain, alors il a moins de droits de l'homme. Il a des droits en proportion de son humanité. Et ainsi, l'embryon n'a pas de droits. Et il acquiert des droits à mesure de sa croissance. Avortement sur demande au début, puis système nerveux qui se développe, conditions nouvelles pour limiter l'avortement, et à mesure qu'il se développe, sa vie est protégée. Et sa vie n'est pleinement protégée qu'après la naissance. Et encore, certains disent, après seulement qu'il ait réellement une capacité de conscience de lui-même. Donc, définition de l'homme relative entraîne une relativité des droits. Y a-t-il des degrés dans l'humanité? Très clairement, il y a deux réponses. Certaines personnes estiment que oui, il y a des degrés dans l'humanité. Ce sont les personnes qui, avec un regard qui se voudrait scientifique, que l'on peut qualifier de matérialiste, considèrent que les hommes sont finalement une espèce animale dans un processus d'évolution, de progrès, et que le propre de l'homme, c'est justement son intelligence, ses capacités qu'il ne partage pas ou qu'il a à un plus haut degré par rapport aux autres animaux. Le propre de l'homme par rapport aux mammifères, aux autres mammifères, serait son intelligence, et donc les personnes, les individus seraient humains en fonction de leur degré de développement, de leur degré d'évolution, de leur degré d'intelligence. Ce qui fait qu'un ingénieur allemand serait peut-être plus humain qu'un ouvrier d'un autre ère culturelle, puisqu'il aurait une plus grande capacité intellectuelle, il serait plus évolué. Donc finalement, cette conception de la dignité relative s'inscrit sur une conception matérialiste de l'espèce humaine comme étant le fruit de l'évolution et tendue vers un progrès attaché aux capacités intellectuelles. Conception matérialiste. L'autre conception, c'est la conception qui dit que non, il n'y a pas de degré dans la dignité humaine, il n'y a pas de degré dans l'humanité. Cette réponse qui nie la différence de degré dans l'humanité ne se base pas sur une compréhension matérialiste de l'homme, mais sur une compréhension que l'on peut qualifier de métaphysique. C'est une compréhension de l'humanité qui observe dans l'humanité entière l'existence simplement d'une commune nature humaine. L'affirmation de l'égalité, de dignité, d'une commune et unique humanité repose nécessairement sur la reconnaissance d'une forme de nature humaine universellement partagée. Cette conception métaphysique est l'origine de l'égalité entre les hommes, de l'affirmation de l'égalité entre les hommes et de l'affirmation de l'universalité des droits. C'est elle qui aussi est à l'origine des droits de l'homme, finalement, et de leur propre universalité. Selon cette conception métaphysique de l'homme, chaque individu participe de l'humanité, quelles que soient ses différences. Et donc l'humanité, c'est une qualité commune que nous partageons, que nous soyons hommes ou femmes, quel que soit le sexe, l'âge, la race, le handicap, etc. Nous partageons tous cette humanité et donc cette commune dignité d'être humain. Et alors là, effectivement, nous avons une humanité qui est affirmée sur un plan de l'égalité. Entre ces deux conceptions, il ne faut pas croire que le débat s'est achevé avec la Seconde Guerre mondiale. Ces deux conceptions se sont toujours opposées, elles se sont fortement opposées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec des luttes aussi très fortes entre les mouvements qu'on pourrait dire matérialistes, anti-religieux, contre la conception métaphysique de l'homme. Elles ont conduit évidemment au pseudo-scientisme ou au racisme scientifique et à l'eugénisme des années 20, des années 30 et notamment de l'Allemagne nazie, mais c'est seulement un exemple, dans beaucoup d'autres pays. Donc cette conception scientifique
matérialiste de l'homme a conduit nécessairement à la conclusion de l'inégalité des hommes. Si nous ne sommes que des animaux évolués, nous sommes alors inégaux. Ce n'est qu'avec une compréhension métaphysique de l'humanité que nous pouvons affirmer l'égalité. Après la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, choqués par les conséquences du matérialisme, eh bien, les fondateurs, les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été amenés à discuter, à débattre précisément de notre compréhension de l'homme. Sans surprise, les personnes faisant partie du bloc soviétique défendaient plutôt la conception matérialiste. À l'opposé, des diplomates, des philosophes du Chili, du Liban, d'autres pays, ont soutenu la compréhension métaphysique de l'homme comme fondement des droits de l'homme et de leur universalité. Il y a eu une discussion vive entre ces deux. Et finalement, face au matérialisme qui conduit à l'inégalité, c'est la conception universaliste de la nature humaine et de la dignité humaine qui a prévalu. Et c'est cette conception universaliste qui est donc la condition même d'existence des droits de l'homme. Il ne peut pas y avoir de droits de l'homme universels sans nature humaine universelle. Néanmoins, pendant les débats sur la rédaction de la Déclaration universelle, il y a 70 ans, certaines personnes ont voulu réintégrer cette différence entre les personnes selon leurs capacités. Ainsi, lors du débat sur le droit à la vie, une proposition fut faite pour introduire une exception au droit à la vie. L'exception était proposée en ces termes: il s'agissait de permettre, je cite, « la prévention de la naissance d'enfants handicapés mentalement, ainsi que celle des enfants nés de parents souffrant de maladies mentales ». Donc, en 1948, la proposition a été faite d'introduire une exception au droit à la vie pour permettre l'avortement eugéniste. Eugénisme qui vise en particulier les déficiences mentales, parce que l'esprit est le propre de l'homme. Donc un être humain qui aurait une déficience mentale, finalement, ne serait qu'un corps, presque un animal, comme un autre mammifère. Donc, permettre l'eugénisme, l'avortement eugéniste. Cette proposition a été refusée. Les travaux préparatoires de la déclaration indiquent bien que cette proposition a été refusée, notamment grâce à l'intervention du représentant du Chili, qui a fait remarquer que cette proposition ressemblait fortement à la législation nazie. Mais, à l'inverse, la proposition inverse, proposée par le Libanais Charles Malik, de protéger le droit à la vie explicitement dès la conception, quel que soit l'état de santé physique et mental, a aussi été refusée. Et donc en 1948, on est resté avec un droit à la vie général, mais le débat a bien eu lieu entre les deux. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la situation depuis 1948 ? Depuis 1948, c'est un secret pour personne, le sens métaphysique s'est effrité. La société est peut-être devenue plus individualiste, plus matérialiste et aussi en Occident plus sécularisée. La sécularisation a eu comme conséquence donc la perte du sens de la nature humaine et de la métaphysique. Il y a eu aussi la législation, la légalisation de l'avortement, qui nécessairement, lorsque l'avortement est pratiqué à une très large ampleur, comme c'est le cas en Europe, ça a des conséquences sur l'idée que les personnes, que la société se fait de la nature et de la valeur de la vie humaine. Aujourd'hui, on constate un retour de l'affirmation de droit à l'eugénisme et de droit aussi à l'euthanasie. On le voit dans la jurisprudence de la Cour européenne, on le voit aussi actuellement dans les débats du Comité des droits de l'homme sur l'introduction d'un droit à l'avortement eugéniste et d'un droit à l'euthanasie. Le retour de cette pensée n'est donc pas nouvelle, elle est dans le prolongement de la pensée d'il y a un siècle, se manifeste particulièrement. Et M. Lemainet l'a parfaitement évoqué. Comment faire? Quelle attitude adopter aujourd'hui, finalement, face à ce dilemme
dans lequel nous sommes, entre les deux conceptions, la conception métaphysique universelle ou la conception matérialiste relativiste. Finalement, nous devons toujours, lorsque nous sommes face à des choix législatifs, revenir à la question de la définition de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui est réellement humain? Qu'est-ce qui est le plus humain? Face au handicap, est-ce qu'il est plus humain de rêver d'une société parfaite, entre guillemets, d'un point de vue matérialiste, et de supprimer les personnes handicapées avec le handicap? Ou est-ce qu'il est plus humain d'essayer de surpasser, de surmonter la différence? Et justement, comme l'a dit Jean-Marie Leméné, d'aimer. Le propre de l'homme, est-ce que c'est la force et l'esprit, comme le pensent les eugénistes du début du XXe siècle? Ou est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui constitue notre humanité? Si nous arrivons à définir ce qui constitue notre humanité, alors nous saurons orienter notre compréhension et notre interprétation des droits de l'homme. Si nous disons que c'est un droit de l'homme de tuer une personne parce qu'elle est dans le coma ou d'avorter une personne parce qu'elle porte un handicap, alors nous avons une conception du propre de l'homme qui est effectivement froide, glaciale, matérialiste, inhumaine. Je pense, moi, mon approche, je pense que face à ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos choix, la solution consiste à rechercher à chaque fois quelle est la solution la plus humaine et à rechercher l'humanité dans finalement, effectivement, la valorisation, l'attention, le soin. Et c'est en cela que notre société et que nous pouvons réellement être humains. Et un véritable progrès des droits de l'homme, c'est un progrès qui conduit à davantage de soins et d'attention. Je vous remercie. J'interviens aujourd'hui en tant que porte-parole pour la France de la mobilisation Stop Discriminating Down, une mobilisation internationale d'associations et de citoyens visant à protéger la personne porteuse de trisomie 21 des nouvelles formes de discrimination, dans le souci de l'accueillir dans la société aussi bien moralement que physiquement. C'est extrêmement difficile d'être devant vous aujourd'hui, d'avoir si peu de temps pour vous sensibiliser sur ce qui nous touche, nous, personnellement, les familles ayant des enfants porteurs de trisomie, devant l'ampleur et la gravité des problèmes en France. Des dérives qui sont ignorées ou pire, dissimulées. Dans mon pays, les personnes influentes, élus, intellectuels, scientifiques, journalistes, ont des propos violents lorsqu'elles parlent des personnes trisomiques. Ce chromosome 21 surnuméraire entraîne des considérations qui sortent totalement de la réalité, sans doute par manque de connaissances et en raison de toutes les peurs qui en découlent. On a l'impression d'être dans le mythe de la caverne de Platon, tant la réalité de ce que nous, les familles, nous vivons en éduquant nos enfants, est aux antipodes de ce qui est décrit. Je suis très profondément choquée, en tant que citoyenne et maman d'une petite fille trisomique, d'entendre si souvent en France l'expression d'une idéologie réfléchie et pensée complètement décalée par rapport à notre quotidien. Quelques exemples pour illustrer. En janvier 2011, par exemple, un des députés français déclarait en plein Parlement « Quand j'entends que malheureusement 96% des grossesses pour lesquelles la trisomie 21 est repérée se terminent par une interruption de grossesse, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi il en reste 4%. » En octobre 2012, sur les ondes de France Inter, une radio publique, un médecin médiatique, le professeur Jean-Didier Vincent s'écriait à l'antenne « Mais pourquoi faut-il conserver les trisomiques qui sont quand même un poison dans une famille, il faut bien le dire ».
Plus récemment, en janvier 2016, lors d'une discussion sur Twitter avec un journaliste français, la présidente d'une association militante de l'euthanasie évoquait la terrible responsabilité des parents qui décident de la naissance d'un enfant trisomique. Elle pointait du doigt la responsabilité de ses parents vis-à-vis de l'enfant, de sa fratrie, de la société, et suggérait que la personne trisomique était un poids pour l'ensemble de la société et qu'elle ne méritait donc pas de vivre. Pire encore, en parlant de l'élimination des enfants trisomiques pendant la grossesse, cette responsable d'association trouvait fabuleux que l'on puisse ainsi éviter de créer du malheur. En mars 2016, une journaliste célèbre, Madame Anne Sinclair, déclarait sur Europe 1, autre radio de grande écoute, que l'eugénisme des enfants trisomiques était un eugénisme protecteur pour éviter les drames. Je ne peux m'empêcher de penser que ces propos, d'une violence extrême pour nous parents, pour nos enfants, sont le résultat de 20 ans de politique de dépistage prénatal de masse de la trisomie 21 orchestrée par mon pays. Parmi tant d'autres, je m'interroge, est-ce vraiment un progrès que de savoir diagnostiquer dans le but d'éliminer ceux d'entre nous qui ne nous conviendraient pas, ceux qui ne correspondent pas aux critères actuels de beauté, de force, d'intelligence, d'utilité, d'efficacité? Cela fait plutôt référence aux sociétés primitives. À Sparte, illustre et guerrière civilisation antique, on n'hésitait pas à éliminer systématiquement les nourrissons que l'on considérait inaptes à être de futurs guerriers. Pour nous, parents d'enfants en situation de handicap, cette discrimination est effrayante. Le rejet comme message collectif, l'élimination comme réalité, n'est pas ce que nous souhaitons pour nous et pour ceux que nous aimons. Nous avons besoin d'exactement l'inverse pour la mise en place d'une réelle inclusion de nos enfants au sein de la société. Une inclusion concrète au niveau scolaire, dans la vie professionnelle, dans l'aide vers une autonomie complète ou partielle selon les cas, dans un suivi et des soins adaptés, dans l'aide et le financement de la recherche, et aussi une inclusion dans la société au sens plus large, au sens culturel et affectif, activités sportives, artistiques, vraies amitiés, ce qui constitue la construction de toute personne finalement. En ignorant la première des inclusions, le droit à la vie de toute personne, certains gouvernements, dont celui de la France, vont totalement à l'encontre des principes fondamentaux de l'ONU et des avancées du Comité des droits des personnes handicapées. Pourquoi les personnes porteuses de trisomie devraient être privées des droits exprimés par le 1er et le 3e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme? La trisomie serait-elle si terrible? Nos enfants et amis porteurs de trisomie 21 seraient-ils indignes de vivre? Leur vie vaudrait-elle moins que celle des autres? En France aujourd'hui, il y a désormais très peu de naissances d'enfants porteurs de trisomie 21. Depuis 20 ans, l'élimination en masse pendant la grossesse a développé un rejet collectif de ceux qui grandissent parmi nous. Il faut donc être clair, l'inclusion réelle ne sera possible que lorsque ces personnes se sentiront bien au milieu de nous, qu'elles seront acceptées telles qu'elles sont, avec leur potentiel et leurs limites propres, comme tout un chacun, sans être considérées comme le pourcentage des 4% passés entre les mailles du filet des indésirables. Nous avons besoin de discours politiques, de politiques publiques, de financement public qui le disent. Alors aujourd'hui, Charlotte et JF Stephens, aujourd'hui en vous écoutant, j'ai ri et j'ai pleuré. J'ai ri de votre présence d'esprit, votre humour qui manque tant à notre monde, et j'ai pleuré de me dire où sont passés tous ceux qui ne sont pas là, et qui manquent tant à notre monde pour qu'il tourne dans le bon sens. Alors à mon tout petit niveau, JF et Charlotte, je vous promets de me battre pour que vous soyez inclus et acceptés dans notre société.
Merci infiniment. In 2007, Hungary was among the first countries to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and an expert from Hungary has been participating in the work of its treaty body since the very beginning. The Convention is not merely a legal instrument in our domestic legislation, but it also serves as a kind of professional compass, and its normative content is more and more becoming an integral part of the public thinking in disability matters, both on the national and the international scene. This phenomenon is well reflected in the most important strategic document of the Hungarian disability policy, the National Disability Programme for 2015-25, adopted by the National Assembly. We are committed to implement in practice the provisions contained in the Convention in order to fight discrimination and favoring inclusion, as you, dear organizers, mentioned in your program. Ladies and gentlemen, years have passed since the ratification of the Convention, and they brought about a number of disability policy measures based on the text of the Convention. The social inclusion of persons with Down syndrome is of high importance for us, and our deinstitutionalization strategy greatly improves the overall social inclusion of adults with Down syndrome who live in institutions. Let me just reiterate that what we have always said. The Convention is a message guiding us in how to proceed with our disability policies, actions in the years to come. In the course of the work, each and every idea, comment and proposal represents an exceptional value for us, as they can take us closer to shaping professional policies in harmony with the content of the Convention. We commend the organizers to create this opportunity for dialogue. The Hungarian government is committed to help the integration, social and medical care of the people living with Down syndrome. We stand against all type of discrimination against people with disabilities. I truly appreciate the personal testimonies we have heard just now. With proper social and health care, physical therapy and personalized development and education, we can help people living with trisomy 21 to reach their capacity, and they can be valuable members of our societies, and they can light up our days by sharing their natural kindness and happiness and joyful characters, as you did today, dear Charlotte, dear Joan. Thank you very much, and thank you for your attention. I would like to say to the lady that was talking about me, I just want to say, dziękuję. Thank you for what you said. Merci. And thank you, distinguished people from many different countries, Poland, and many people who have come around this world. I just want to say thank you, and thank you for listening for what we faced today. Thank you. And still, dziękuję. Thank you, Frank, and congratulations to the organizers for a successful panel discussion. There's been a challenge from Hungary to encourage you to do more for people like Charlotte and Frank and the communities supporting people with Down syndrome. I hope that we can all celebrate the World Syndrome Day next week. We are 5 days away to the World Syndrome Day, World Down Syndrome Day. We can celebrate that occasion with much happiness and also with great hope. Thank you. Thank you all for coming.